Alors la marche méditative, qu'est-ce que c'est? Je ne peux pas répondre à cette question de manière générale parce que la marche méditative, c'est un petit peu comme le yoga. Chaque enseignant a son idée, sa définition de ce que c'est. Donc je peux parler que de ce que moi je propose lorsque j'anime des marches méditatives en Suisse. Alors, le premier aspect de la marche méditative, pour moi, c'est toujours de ramener l'esprit dans ici et maintenant, ce qui veut dire ramener l'esprit en fait dans le corps physique. Très souvent, l'esprit, il flotte, je ne sais pas où, mais en dehors du corps. Ça veut dire qu'il est tourné vers le passé, il est tourné vers le futur, on est dans la mémoire, ou bien on est dans l'anticipation, la projection, etc. Du coup, c'est comme si nos différents centres, notre centre physique, au niveau du ventre, notre centre émotionnel, au niveau de la poitrine, notre centre cognitif, l'intellect, le centre des pensées, c'est comme si ces différents centres, ils travaillaient indépendamment les uns des autres. Donc évidemment, dans cet état, c'est impossible d'envisager quoi que ce soit comme type de méditation. Parce que pouvoir méditer, il faut déjà être un minimum unifié et ne pas être complètement éparpillé. Si je suis très préoccupé par ce que quelqu'un m'a dit hier, ou il y a une semaine, ou il y a un mois, je ne peux pas méditer. Si j'arrête pas de penser au rendez-vous que j'ai demain ou dans une semaine avec mon dentiste ou avec mon médecin ou avec mon avocat ou avec le juge, etc., je ne peux pas méditer. Donc le premier prérequis pour pouvoir entrer dans un état méditatif, entre guillemets, ça va être de ramener la conscience dans ici et maintenant. Pour ça, je propose des exercices simples, mais quand même puissants. On va utiliser la marche, mais une marche très lente, en fait, où le mouvement est très décomposé, associé à certains types de respiration. Alors, il y a différentes méthodes. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a surtout des méthodes avec des rétentions, c'est-à-dire qu'on bloque la respiration avec les poumons pleins, on bloque la respiration avec les poumons vides. C'est associé au mouvement. Donc ça fait travailler énormément l'équilibre, ça fait travailler la force. C'est assez exigeant. Après, suivant les personnes, suivant les morphologies, ça doit être adapté, ces techniques, parce qu'elles peuvent convenir à certaines personnes et ne pas du tout convenir à d'autres. Ça va dépendre notamment de notre âge et puis de notre état physique général. Une personne qui est très sportive, qui fait, je sais pas, du yoga, de la natation, du jogging, ça sera sûrement beaucoup plus facile qu'une personne très peu sportive, très sédentaire. Après, voilà, ça va dépendre aussi de tout un tas de facteurs, la météo, l'ambiance du jour, etc., etc. C'est-à-dire que même moi, quand je pratique ces techniques, je vois bien que d'un jour à l'autre, c'est pas la même chose. Il y a certains jours où je rentre beaucoup plus facilement dedans, et puis d'autres jours où c'est plus difficile. Mais voilà, la base, c'est ça. Pour moi, la base de la marche méditative, c'est de ramener l'esprit dans le corps, dans ici et maintenant, d'arrêter toute forme de pensée qui serait attachée à notre vécu, à notre histoire personnelle. Tout ça, c'est comment dire, une sorte de dispersion qui ne va pas du tout aller avec ce qu'on recherche dans la méditation. Donc voilà, ça c'est la base. Après, on va, sur cette base-là, on va commencer à explorer la réalité. Mais déjà, la réalité, si j'arrête de ramener mon passé, puis mon histoire personnelle dans tout ce que je vois, dans tous mes commentaires, que ce soit des commentaires formulés avec la voix ou des commentaires intérieurs, avec les pensées, déjà ça va changer l'ambiance. Déjà, je vais commencer à voir des choses que j'aurais pas vues, à percevoir des situations, des phénomènes que j'aurais pas vus avant, quand mon mental il est complètement encombré et agité. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point, calmer l'agitation du mental et revenir dans le corps, c'est-à-dire remettre l'unité corps, cœur, esprit. Après, donc, ce premier point, on va aller travailler beaucoup avec les éléments, parce que la nature sauvage, elle peut beaucoup nous aider par rapport à ça. C'est-à-dire que elle n'a pas été conditionnée, ou elle n'a pas été trop conditionnée par l'être humain. Donc le mental humain est peu présent, en fait, quand on se balade dans la nature sauvage.
même si la plupart des forêts ont été quand même manipulées d'une manière ou d'une autre, même s'il y a peu d'espaces qui sont vraiment réellement sauvages dans le sens comme c'était à l'origine, même des endroits qui ont été pas trop manipulés par l'homme, ça va beaucoup nous aider parce que on va pas se sentir jugé, on va pas avoir besoin de justifier un rôle. C'est-à-dire que dès qu'on est avec des gens de notre famille, des amis, etc., ils ont une opinion sur nous. Ils pensent nous connaître, ils pensent savoir qui on est. Du coup, nous, on doit soit justifier, soit les contredire, soit essayer de s'affirmer. Bref, ils s'attendent de nous qu'on joue tel ou tel type de rôle. Nos enfants, nos parents, nos amis, nos connaissances, nos enseignants, etc. Voilà, ils ont une image de nous. Si je vais dans une forêt, que je suis tout seul, une forêt avec des grands arbres, des pierres, des mousses, il peut y avoir quelques chants d'oiseaux, etc. Mais que je suis tout seul, c'est tranquille, le matin, peut-être il y a un petit peu de brume. Et j'ai pas un rôle à jouer. La forêt, elle s'en fout. Elle attend pas que je sois plus ce que je suis, moins ce que je suis, plus performant dans certains domaines, ou bien que j'arrête certains comportements. Parce que voilà, les gens qui nous entourent, souvent, ils ont des attentes. Ils voudraient qu'on change certaines choses, qu'on favorise certains comportements, ou qu'on arrête d'autres types de comportements qui ne jugent pas bien. La forêt, elle s'en fout. Elle t'aime tel que tu es, elle t'accueille tel que tu es, elle te donne sa beauté indépendamment de ton histoire de vie. Hein, elle s'en fout de ce que tu as fait la veille, elle s'en fout de ce que tu vas faire le lendemain. Elle t'offre sa présence. Donc forcément, c'est des conditions qui vont faciliter. Qui vont faciliter quoi? Le fait de rentrer dans un contact profond avec ce qui nous entoure. De rentrer dans un contact profond avec les pierres, avec les arbres, avec l'énergie du ciel, avec l'énergie de la terre. Ça va beaucoup nous aider. Et puis, donc ça, c'est vraiment voilà, le deuxième point, c'est de rentrer dans un contact profond avec les énergies de la nature. Ça peut être l'énergie de l'eau, avec une rivière par exemple, ou une cascade. Rencontrer vraiment l'énergie de la terre. Il y a différents exercices qu'on peut faire pour ça. Rencontrer véritablement l'énergie du feu, de l'air, de l'espace, etc. Comprendre aussi qu'est-ce que sont ces énergies. Ben, c'est des énergies qui sont à l'extérieur de nous, mais qui sont aussi à l'intérieur de nous. On retrouve ces 5 éléments, euh, terre, eau, air, espace, feu, à l'extérieur de nous, mais aussi à l'intérieur de nous, dans notre corps physique et dans notre conscience. Et ça, c'est important de comprendre comment tout ça fonctionne, comment tout ça peut s'harmoniser. Et après, l'idée, c'est vraiment de rentrer dans une vision profonde des choses. Et là, on va réaliser que les choses ne sont pas des choses, que les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Que par exemple, un arbre, c'est pas du tout ce qu'on a cru. Que peut-être pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, on a cru qu'un arbre, c'était en bois, que c'était lourd, que c'était quelque chose qui servait à fabriquer des maisons, des bateaux. Après, on va réaliser que ça n'a rien à voir. Un arbre, ça n'a pas de poids, ça n'a pas d'âge, c'est pas dur, c'est de la pure lumière. Ça, c'est quand on va véritablement rencontrer l'arbre. Une pierre, c'est la même chose. Hein. Une pierre, ça n'a pas de poids, ça n'a pas de dureté, ça n'a pas d'âge dans le temps, ça n'existe même pas dans le temps d'ailleurs. Et une fois qu'on le voit pour la pierre, une fois qu'on le voit pour l'arbre, bah, ce qui est chouette, c'est que cette vision, naturellement, elle va se diffuser sur tous les éléments de notre vie, sur tous les éléments de ce qu'on voit à l'extérieur de nous, et puis aussi de ce qu'on voit à l'intérieur de nous. Donc quand je vais réaliser que l'arbre, il a pas de dureté, il n'a rien à voir avec son apparence, qu'il est en quelque sorte déguisé en son apparence, qu'il est peut-être très bien déguisé en son apparence, mais qu'il n'a jamais été son apparence, ben, je vais le voir aussi pour moi, et puis pour les gens qui m'entourent.
Et ça change tout, parce que là, c'est rentré. Alors certains vont parler par exemple du corps de lumière, on peut appeler, dans le bouddhisme on parle je crois, du corps de jouissance, etc. Alors on peut définir ça de manière un petit peu technique si on veut, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse, hein. C'est pas de définir les choses de manière technique, de parler de non-dualité, de je sais pas, de choses compliquées entre guillemets, c'est vraiment de goûter le truc. C'est quelque chose qui doit être goûté, c'est comme une mangue. Si tu n'as jamais mangé une mangue de ta vie, bah, je peux t'en parler pendant 3 heures, mais tu sauras toujours pas vraiment ce que c'est le goût de la mangue. Alors que si tu goûtes la mangue, là, maintenant, bah, tout de suite, tu vas comprendre ce que c'est une mangue. Parce que pour comprendre ce que c'est une mangue, bah, il faut l'avoir goûté, savoir où ça pousse, quelles sont les conditions pour la faire pousser, quelle est la composition chimique d'une mangue, etc. C'est bien, mais ça n'a rien à voir avec le fait de savoir ce que c'est une mangue. Et le fait est que actuellement, 99,9% des gens n'ont pas goûté la mangue. Donc voilà, c'est pour ça que je propose ces marches méditatives. C'est pour aller vers ça. Et donc, c'est pas quelque chose qui peut se faire uniquement dans la nature. On va le faire au début dans la nature, on va aller beaucoup dans la nature parce que ça peut nous aider énormément et on a besoin de cette aide. Mais après, au fil du temps, si on pratique vraiment avec une certaine passion, avec un certain feu, un certain enthousiasme, c'est sûr qu'au bout d'un certain temps, la marche méditative, ça va tout envahir, tout notre quotidien, tous les aspects de notre vie. Ça ne sera pas juste quelque chose quand on est seul, dans un joli endroit, naturel, etc. Après, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer quand on est en ville, quand on est dans le métro, quand on conduit une voiture, quand on prend notre douche le matin. Il n'y a pas de limite.